Alors, on va partir de Charmey avec ce magnifique tableau de Reichlen. Je crois qu'on a difficilement mieux représenté l'herbe grasse du Prat, de bien nommé, donc cette zone de pré fauché à l'époque, et de cette herbe si grasse qu'il faut être un grand maître de la peinture pour arriver à la représenter. Je pense que si Reichlen avait été parisien, il serait au Louvre, à n'en pas douter. Un touriste anonyme est monté au sommet du clocher de l'église de Charmey pour photographier le village. C'est aussi un document assez exceptionnel. Le village est déjà traversé depuis plusieurs siècles par les Poyas amérindiens, des troupeaux qui viennent de Franche-Comté et qui passent par Charmey, Latcintre, et pour se diriger vers les hauts pâturages des monts, comme on les appelait, petits et gros monts, et même au-delà, jusqu'au Gesnay. On passe entre les écuries du Sapin, qui est le fief des conservateurs, et le maréchal Ferrand, le fief des radicaux. On n'avait pas le temps de s'attarder, les vaches sont pressées. Plus besoin de descendre en Coppet et de remonter à Saint-Jacques grâce à la route Buhl-Boltigen, route stratégique construite dans les années 1870 et qui permet de gagner un peu de temps. On arrive à la Latcintre. Les 13 cantons n'existent plus, rasés pour le pont à élargir dans les années 1970. C'est le lieu où l'on redescendra les fromages dans les fameuses caves de Latcintre. Ici, une aquarelle du XVIIIe siècle de Curti qui montre justement, on a de la peine à le distinguer, mais quand même on le voit, un bar-latais avec ses deux mules en train de franchir le pont de Latcintre pour amener ces meules aux caves de Latcintre. Voilà l'ancienne cave et les nouvelles, que tout le monde connaît. 134 tonnes de gruyère d'alpage avec une note moyenne de 19,5 sur 20 en 2011, par exemple, avant l'inauguration des nouvelles. Les capacités des nouvelles caves sont énormes pour le gruyère d'alpage, 7500 meules, dont 1500 de vacherins. Ça veut dire 180 tonnes de gruyère d'alpage AOP et 30 tonnes de vacherins d'alpage AOP. Pour 33 à 34 chalets qui produisent ce nectar. Et vous voyez ici la place des Mortets dessous de Bruno Gachet. Donc c'est le plus haut du canton, avec des pâturages parmi les plus, enfin la plus haute chaudière, comme on dit, les plus célèbres dans l'histoire, signalés dans la littérature depuis le tournant du 19e siècle déjà. Après 2 kilomètres environ de plat le long des Auges, on passe à la chapelle du Pont du Roc, qui est le haut lieu mythique du Rang des Vaches. L'endroit porte le toponyme des Basses Eaux. C'est un très vieux nom qui remonte au XIVe siècle et qui se disait en espèce sewes. Je ne sais pas si je prononce correctement, une espèce de vieux gaulois, de vieux celtique passé au patois et qui signifie eau débordante. Effectivement, Jean Pétola, à la fin du XVIIe siècle, a échappé aux crues des confluents du Rio, du Gros-Mont et de la Jeune, et aussi du Vallon des Fornis, miraculeusement, en invoquant la Vierge qui l'aurait sauvé. Et donc, en souvenir de ce moment mémorable, il a fait ériger cette chapelle. Et c'est là, donc, aux Basses Eaux, en ce lieu dit, que la chanson du Rang des Vaches, en quelque sorte, commence, puisque le troupeau est bloqué et on envoie un bohébeau chercher un fromage à la cure de Charmey, et vous connaissez la suite. Encore quelques centaines de mètres, et on bifurque à droite sur la vallée du Gros-Mont. Aujourd'hui, vous voyez, pas grand-chose n'a changé. L'herbe est toujours aussi grasse. Pour arriver, après être passé aux planets sur lesquels on reviendra, aux escaliers du mont. C'est là que les choses sérieuses commencent, puisque sur quelques centaines de mètres d'anciens sentiers devenus routes dans les années 68-69, on gagne 300 mètres de dénivellation d'un coup. On débouche sur le plat du mont, face aux pucelles, les 3 pucelles à la dent de Savigny. Je vous rappelle, mais on n'a pas le temps de faire cette histoire ici, que le guide Riem de Charmey et Boschung de Jaun ont été les pionniers de
la conquête des Gaslosen, et notamment la pucelle du milieu, à pointe à l'échelle, a été conquise par eux avec une échelle qu'ils démontaient et remontaient au pied des rochers. Donc, c'est une région chargée d'histoire. On pourrait évoquer beaucoup d'autres aspects, mais nous, ce qui compte, c'est d'arriver au Vallon des Mortais. Un dernier regard en arrière sur le plat du mont. Là, je vous propose un parcours que j'ai fait à l'automne 2020, une fois que les troupeaux d'ailleurs étaient descendus. Alors, c'est d'un calme incroyable et les paysages sont absolument majestueux. Au plat du mont, on a des photos très anciennes. Ici, on voit, en faisant un petit crochet par le plat du mont, on voit justement un barlaté avec sa mule s'apprêtant à descendre ses fromages à la cave de l'Atcintre. Voilà aujourd'hui le plan du mont. Et on aperçoit à gauche, au fond, le Vanil noir déjà enneigé, c'est-à-dire le sommet du Vallon du Mortais. On passe au chalet du jeu de quilles, une dénomination un peu étrange. Est-ce que c'est à cause de ces 3 mamelons qui feraient office de quilles, ou plutôt une évocation des anciennes fêtes qui avaient lieu à cet endroit, entre les baillis de Gesnay, donc la gruyère bernoise, et les baillis de Corbière, pour vérifier si les bornes cantonales étaient toujours bien en place, avec des fêtes, paraît-il, mémorables. Voilà une image du jeu de quilles et du vallon des Mortais en direction du Vanil noir au début du XXe siècle. Voilà l'emplacement des 4 bornes encore existantes qui font la délimitation entre les cantons aujourd'hui de Vaud et de Fribourg. C'est-à-dire que si vous voulez aller au Mortais, irrémédiablement, vous devez faire 100 mètres sur le canton de Vaud, moins de procéder à une sérieuse escalade. Et le vallon s'annonce assez mystérieux, surtout à l'automne, lorsque la neige vient de faire sa première apparition. Là, on est pratiquement déjà à la hauteur des Marindes et des Mortais. Là, on a dépassé les Mortais dessous. En se retournant, on les aperçoit avec le toit déjà enneigé. Quand même, un petit aperçu sur les Marindes, propriété donc du parc actuellement et de ProNatura. Et les grosses pierres à droite, là, c'est une photo du site du parc. Et puis, je continue l'exploration du vallon, là, Foyerand dans toute sa splendeur, le Vanil noir de l'autre côté. Je me dirige vers la Selle des Mortais. Voilà le col, avec Foyerand devant, et en me dirigeant de l'autre côté par une petite vire déjà enneigée, j'arrive au sommet de la Selle, où on aperçoit le Vanil noir. Donc là, on est vraiment au bord des limites du Vallon des Mortais. Et puis, les fameuses roches pourries, tout au fond à droite, sur lesquelles on pourra revenir. Là, je suis exactement à l'endroit où les roches pourries aboutissent, et on pourrait continuer par l'arête de la tête de l'Herbette. Les roches pourries, je suis remonté la semaine dernière pour les photographier. Je me suis aperçu que je n'avais pas d'image des roches pourries, quand même une dénomination aussi assez directe, qui explique bien par leur appellation la signification de l'endroit. Donc, c'est à décommander à toute personne qui ne serait pas équipée de bonnes chaussures. J'ai mis en rouge le passage. Je ne sais pas si on arrive à l'apercevoir. Donc là, la photo est prise de Tsermont. Mais les roches pourries n'apparaissent pas sur les cartes. C'est une dénomination usuelle utilisée par les gens qui passent par là, simplement. Et la tête de l'Herbette, eh bien, c'est un endroit absolument extraordinaire qui coiffe le Vallon des Mortais. C'est donc l'arête qui mène au Vanil noir, en dessus du sentier. Parce que, voyez-vous, cet endroit est connu des botanistes avec des publications depuis le XVIIIe siècle. Il se situe assez haut pour avoir échappé à l'Inlandsis, donc la grande calotte glaciaire de la dernière glaciation du Wurm,
qui a disparu progressivement entre il y a 14 000 et 12 000 ans. Donc, cette flore existait déjà en dessus de cet immense glacier du Rhône qui allait jusqu'à Arau, pratiquement, et Lyon de l'autre côté, mais pas trop haute pour qu'elle ne puisse prospérer. Et dans les Préalpes et les Alpes, il y a donc quelques endroits comme ça, miraculeusement, qui ont conservé la flore, une flore de millénaire. Un dernier regard sur la vallée, avec Foyeran qui émerge, et un coup d'œil sur Porcheresse. Mais Porcheresse, c'est un autre monde, c'est la commune de Bain-Thiamont, c'est Estavanance. Et il y a un sentier donc qui descend là, exactement, à peu près sous vos pas. Et on peut faire toute l'arête vers Foyeran, en passant par ce que les alpinistes appellent le rasoir, le bien nommé, donc une roche incurvée que l'on peut franchir en se tenant simplement au fil du rasoir. En montant à Foyeran, eh bien, vous croisez les bouquetins, vous marchez entre les Edelweiss, vous devez faire attention pour ne pas les écraser. C'est un endroit absolument merveilleux. Et du sommet de Foyeran, vous avez une vue majestueuse sur le vallon. Là, des grosses pierres au sommet aux pentes escarpées du Vanille-Noir, on voit toute l'aire herbagère broutée par le troupeau de Bruno Gachet. Et je ne sais pas si l'image est assez nette, mais on aperçoit le toit des Mortets dessous. Voilà à peu près la même image, mais vue du sommet, non pas de Foyeran, mais de Branlaire, par le garde-chasse Curat au début du XXe siècle. Avec au fond, sous le Vanille-Noir, le Névé noir, aussi une appellation qui a disparu, qui est encore sur les cartes de l'Atlas Siegfried jusqu'aux années 1910. Alors, redescendons en direction des Mortets de Foyeran. Les voici, avec les 4000 Bernois dans le fond, qui sont 1 mètre sur la carte plus élevée que les Mortets dessous. Donc, s'il y avait une chaudière à Foyeran, au Mortet de Foyeran, ce serait peut-être elle la plus haute du canton, mais je ne sais pas s'il y en a une. Bruno? Il n'y a plus, hein? Donc, c'est bien la chaudière de Bruno qui est la plus haute du canton. Ouf, à 1 mètre près. On redescend vers la case, le premier chalet encore existant du Vallon des Mortets. Là, le voici, pour redéboucher sur le plan du mont, en passant par la chapelle et le jeu de quilles, représenté dans les plus belles poyas peintes, ici celle de de Villelingue de Châteaudet. Et maintenant, si vous voulez bien, alors on va un peu regarder les cartes et voir comment les accès à ce vallon ont été représentés dans l'histoire des 2 derniers siècles. Alors l'Atlas du Four, évidemment, c'est un atlas des années 1850, c'est le premier atlas complet de la Suisse, levé pour des raisons stratégiques, militaires, essentiellement. Alors on ne voit que le sentier principal qui monte le vallon des Mortets, mais le vallon est bien marqué. L'Atlas Siegfried, qui lui succède à partir des années 1870-80, montre donc le chemin en bleu qui accède au plan du mont, puis le sentier en vert, avec 3 échappements ou échappatoires possibles au sommet du vallon. Donc le sentier de galère qui descend directement sur Porcheresse. Je me suis toujours demandé d'ailleurs si un bar-laté pouvait descendre avec un fromage sur un logis, mais je ne pense pas. Peut-être que c'était simplement la communication, mais en tout cas, le sentier existe, il est sur l'Atlas Siegfried, donc il faut croire qu'il était fréquenté. Les roches pourries, en numéro 2, très escarpées, dangereuses, et puis le sentier du Vanille-Noir, et du sommet du Vanille-Noir, vous pouvez continuer sur l'Intiamont. Donc voilà les 3 accès très escarpés pour sortir du vallon si vous ne voulez pas revenir sur vos pas. Donc déjà marqués dans les cartes de la fin du 19e. Maintenant,
les noms de lieux. Alors, j'ai laissé, même si c'est très petit, j'ai quand même laissé les dénominations. Et c'est moi qui ai un problème de lecture, mais je crois que j'avais imprimé par précaution. Voilà. Alors, en fait, il y a deux toponymes qui ont disparu, pas seulement un. La lanterne. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà entendu parler de la lanterne à l'entrée. Donc, il est toujours utilisé, mais il ne figure plus sur les cartes. Et puis, donc, le névé noir n'existe plus sur les cartes. Mais je crois qu'on l'utilise encore, en tout cas ceux qui fréquentent, qui habitent le Vallon des Mortais, savent qu'il y a le névé noir sous le vanille noir. Sinon, les autres, certains sont évidents. C'est les toponymes de sens évident que vous voyez en bleu à droite. Donc, les grosses pierres, pas besoin de névé noir qui a disparu et qui est dans l'Atlas Siegfried encore. Le Prat, donc une zone de pré-fauché qui est tout en bas avant d'accéder au vallon. La tête de l'Herbette, donc voilà, un endroit herbageux, mais dans les rochers. Et puis, le rocher des Tours, sans doute aussi quelque chose de directement explicite. Après, les grands toponymes du vallon. Alors, Vanille Noire, Vanille, c'est un vieux toponyme celte qui signifie quelque chose comme une combe rocheuse. On voit les vents, les vanilles, ce sont en général des montagnes qu'on dirait en synclinal ou en anticlinal, aujourd'hui dans le langage des géographes. Branlaire, ce n'est pas une dent qui branle, non, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt quelque chose qui aurait appartenu, un pâturage appartenu à un très ancien propriétaire et qui a donné ensuite son nom au sommet qui le surplombe. Bimis, on ne sait pas, c'est un nom curieux aussi, dont on ne connaît pas l'explication, l'origine. Feuillérant, probablement, c'est comme Branlaire. La case, eh bien, c'est une hutte pour le petit bétail qui est attestée depuis le XVe siècle, c'est-à-dire que c'est la première attestation toponymique du Vallon des Mortais. Donc, au XVe siècle, vous verrez plus tard, c'est le démarrage de l'économie du gruyère, et donc probablement que les troupeaux venaient déjà jusque-là. Ça peut être confirmé, je vais un peu dans le désordre, par Oussana, pâturage où l'on passe au mois d'août. Peut-être qu'on venait jusque-là au mois d'août et pas plus haut, puisque c'est attesté aussi un peu à la même époque que la case. Ensuite, vous avez Galero. Bon, alors là, c'est un endroit très froid, en vieux langage. Pourquoi je peux vous dire tout ça? C'est simplement parce que j'ai lu l'exemplaire quasi unique d'une étude d'un Zurichois, un jeune chercheur à l'époque, dans les années 70, qui a pris Charmey comme objet d'étude pour étudier les noms de lieux de cette commune, très vaste, à cheval sur les langues, avec des toponymes qui remontent à l'époque celtique, traversent l'époque romaine, médiévale, moderne, etc., jusqu'à nos jours. Et donc, Weli Hauser a fait cette étude qui est très précieuse, parce que il est remonté dans les archives jusqu'à l'époque médiévale, avec des traces pour des noms de lieux qui remontent même au XIIIe, XIVe siècle. La Joux à Maro, ou Es-Maro. Joux, c'est un vieux toponyme celte aussi, c'est Jura, Jora, Jure, ça veut dire forêt, forêt naturelle. Et là, effectivement, il y a toujours la forêt, donc ça n'a pas été déboisé. Amaro, parce qu'il y avait un propriétaire qui portait un nom s'approchant à peu près de Marot. Voilà, il me reste à parler des marindes. C'est très joli, marenda, ça vient à la fois du latin passé au patois, de la traite du soir. Et je crois que je n'ai rien oublié. Oui, c'est un peu coupé, mais on a l'essentiel. Voilà pour les noms de lieux de ce vallon. Donc, il y a quand même, c'est assez riche. Maintenant, il nous reste dans les noms de lieux à savoir d'où viennent les Mortais. Alors, là, je ne vais pas vous donner le détail. Ce texte, on peut le reprendre plus tard, mais il y a énormément d'ouvrages scientifiques qui expliquent les noms de lieux de nos régions.
Ça, c'est peut-être le plus important. Malheureusement, il s'arrête juste avant la Gruyère. Il va jusqu'au Valais. Il fait toute la Provence, toute la région du Franco-Provençal, au fond, et s'arrête au Valais. Mais vous voyez que Mortet est dans une famille qui signifie que c'est un endroit rocheux, en entonnoir. On en voit un peu partout dans les Alpes, des endroits semblables qui portent une racine morte, quelque chose comme ça. Alors, il y a la toponymie romande qui a à peu près la même explication. Vous avez le dictionnaire des noms de lieux du canton de Fribourg, à peu près la même explication. Et finalement, Weli Hauser, dont vous voyez ici le travail pour l'article Mortet, c'est aussi, vous voyez, l'importance d'une telle étude pour un seul nom de lieu, le nombre de documents qu'il a dû consulter pour essayer de remonter à l'origine. Et il confirme l'explication des autres toponymistes. Donc, mortarium en latin, c'est un endroit en entonnoir, un peu comme l'auge du maçon, qui se dit d'ailleurs mortarium en latin. Maintenant, qui est propriétaire dans l'histoire des pâturages de ce vallon? Là, on a des documents extraordinaires. C'est les plans géométriques de leurs excellences, levés par leurs excellences de Fribourg pour asseoir leur assiette fiscale au XVIIIe siècle. Pourquoi Corbière? Parce que Charmey, à l'époque de la Gruyère comtale, n'était pas dans le comté de Gruyère, mais était dans la seigneurie de Corbière. Et ce n'est qu'au XVe siècle que Charmey et Corbière donc, sont passés dans le comté de Gruyère. Mais l'administration fribourgeoise a conservé les anciennes subdivisions, et donc jusqu'au XVIIIe siècle, les documents officiels portent pour Charmey la dénomination de fief de Corbière. Voilà le plan concernant les Mortais. On va l'agrandir. Vous voyez déjà qu'il y a là un propriétaire patricien, Nicolas Joseph Emmanuel von der Weide de Seedorf. Tous les autres sont des propriétaires régionaux, mais il n'y a pas un charmezan. Alors, si on agrandit, avec les dénominations actuelles, j'ai essayé de replacer, mais je ne suis pas très sûr exactement, parce qu'on voit les chalets, et il y en avait plus que maintenant. Mais en gros, ça vous donne une idée. Donc, si je reviens à l'ancienne, 3 montagnes et 4 pâturages de 457 poses. Les poses avaient à peu près donc 3000 et quelques mètres carrés, ça a évolué un petit peu, pour 6 propriétaires. Alors, ce qu'on entend par les mortais, S-mortais, c'est depuis la case jusqu'au mortais dessus, qui ont aujourd'hui, le chalet a aujourd'hui disparu. Là, vous avez un autre plan qui vous montre la joue des marots, S-maro aujourd'hui ou A-maro, et puis Oussana, qui s'écrivait évidemment autrement. Et là, vous avez, alors je le montre en passant, le plan du Mont, la Feiglena, et Feiglena, ben quand même, c'est aussi un nom qui peut-être vous interroge. Eh bien, si vous lisez le plan du 18e, ça appartient au baron Joseph Feigli des seigneurs secrets. Donc, c'était un des 36 patriciens de Fribourg qui contrôlait le canton politiquement, économiquement, administrativement. Et avec une dame de Reynold qui possède au revers, eh bien, à eux deux, ils ont la moitié du Gros Mont. Donc, les patriciens, on le verra tout à l'heure, avaient à peu près, s'étaient approprié le tiers des pâturages charmezans au XVIIIe siècle. C'était une économie très lucrative. Maintenant, quand même, même si sans doute la plupart d'entre vous n'apprendront pas grand-chose, j'aimerais vous entretenir un instant de la manière dont se tient un train de chalet. Et pour ça, et toute cette économie herbagère qui part des plaines de la basse Gruyère pour aller jusqu'au plus haut pâturage comme ceux des Mortais, eh bien pour cela, j'utilise justement la toponymie. Là, vous avez un magnifique panorama. Au premier plan,
vous avez déjà des indications précieuses comme Villars-Jordon, c'est-à-dire que les Romains sont passés par là, ont défriché et ont établi une ferme, villa, qui a ensuite appartenu à un certain Jordon. Un autre lieu indique que les Romains sont passés par là, c'est Éterpa, juste à gauche, c'est-à-dire que cet endroit a été défriché en arrachant les racines, extirpare, Éterpa. Donc, ce sont des défrichements, les premiers en Gruyère de l'époque romaine. Puis, le clos Châtre-Saint vous montre que là, ce sont les Chartreux qui sont passés par là, qui ont repris l'économie domaniale des Romains à leur profit et ont organisé les terroirs, comme partout en Europe, avec, par exemple, un peu plus bas, un peu plus loin à gauche vers le Paquier, en la fin, c'est-à-dire qu'il y avait là un finage des zones cultivées clos avec l'assolement triennal. Donc ça, c'est l'époque médiévale. Tous les endroits aussi qui se dénomment Ars, on en voit un peu plus loin, et il y en a à Charmey, sont des endroits aussi de cette époque défrichés par le feu. Ardere, arsi, arsum en latin, défrichés par le feu. Donc les Éterpa et dérivés et les Ars sont des zones défrichées avant l'époque médiévale. Maintenant, si vous passez à cette image, là, il s'agit de l'époque suivante. C'est l'époque donc médiévale que je viens d'annoncer par le clos Châtre-Saint et en la fin. Mais pour l'économie herbagère du Gruyère, il s'agit alors, cette fois, des ciernes, circinare, faire un cercle dans la forêt, circonscrire, établir une clairière dans les joues, que vous connaissez déjà. Donc, les grosses et les petites ciernes de Braux que je vous montre ici, vues d'en haut, ont été défrichées à l'époque, disons, du Moyen-Âge tardif, probablement vers le XVe siècle. Grand siècle du démarrage de l'économie herbagère pour le Gruyère. Oui, ces ciernes de Braux, la grosse et la petite, qu'on voit depuis l'autoroute, ce n'est pas naturel. C'est un paysage composé par l'homme pour l'économie, l'essor de l'économie du Gruyère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous la fais courte, mais la grande peste est passée par là. Un tiers moyenne européenne des gens sont décédés en manque de bras. L'élevage a besoin de beaucoup moins de bras que la culture. Les zones propices se mettent à étendre leur aire de production herbagère. Comment? En défrichant. Alors, ce sont des phénomènes très complexes qui se sont déroulés peut-être sur la durée de 50 à 100 ans. Ça s'est passé à peu près comme ça. Il vous faut, si vous voulez avoir plus d'élevage, il vous faut plus de bétail, donc plus d'herbes. Donc, vous devez clore en plaine les prés pour que le bétail ne circule plus librement entre les propriétaires et que vous puissiez avoir une deuxième et une troisième herbe. Assez de foin pour passer l'hiver. Mais pour avoir du fromage, ça ne suffit pas. Donc, vous déboisez ciernes. Et même, vous allez au-delà des ciernes dans les zones qui sont en dessus des forêts, les mortaies. Vous exploitez tout ce que vous pouvez avec vos troupeaux. À partir du moment où ça commence à marcher, et il y a eu certainement beaucoup de familles, de petits propriétaires qui sont passés à la trappe, c'était une époque assez difficile pour eux, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner ou prélever suffisamment de veaux pour avoir de la pressure et donc faire du fromage. Jusqu'ici, le serré, qui est l'ancêtre au fond du fromage, à 100 degrés, nécessitant donc plus de bois, était un fromage assez simple, on écrémait le lait et on faisait du serré. Avec le gruyère, vous chauffez à 52-55 degrés, donc vous avez besoin de beaucoup plus que 2 fois moins de bois. Pour passer de 50 à 100 degrés, il faut 3 fois plus de bois. Et donc, vous économisez le combustible et vous pouvez donc pousser les zones herbagères broutées par vos troupeaux beaucoup plus loin que la forêt, à la limite.
moyennant le transport quand même d'une certaine quantité de bois, mais ça devient possible. Désormais, les troupeaux peuvent hiberner en étable. Avant, ça ne se faisait pas. Les troupeaux étaient en dessus du village pendant l'hiver, autour des fenils, où il y avait un peu de foin. Maintenant, ils hibernent en étable, donc on transforme complètement les fermes qui s'adaptent pour abriter les troupeaux pendant l'hiver. Et l'été, vous estivez. Et c'est le début de toute cette économie de transhumance qui va, en un siècle, organiser la gruyère, la transformer, en faisant venir les troupeaux de Franche-Comté jusque donc, dans les grands pâturages des monts et au-delà. Voilà en gros comment les choses se sont passées. Et si on regarde les premières inscriptions dans les documents, ça, ce sont les médiévistes qui ont établi ça, hein. Moi, je n'ai fait qu'utiliser leurs travaux. Vous voyez comment les termes nous indiquent, à leur première apparition, l'évolution de cette nouvelle économie. Par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des étapes se déroulent au XVe siècle. Vous voyez, la première fois qu'il y a chaudière, fromagerie, que le gruyère passe devant le serré, il est moins cher, que les fromagers italiens s'installent en gruyère, avec des noms encore connus, qui ont évolué un peu. Et c'est eux, probablement, qui sont venus nous apprendre à faire le gruyère. Et puis, oui, Sotta, vous voyez, Duta, ce sont de bons fromagers italiens qui sont venus s'établir dans le coin, dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Et on voit comment cette économie démarre de cette manière. Ensuite, il y a la commercialisation. Vous produisez plus que vous avez besoin pour votre consommation, donc vous vendez. Et on voit que Fribourg achète, que le gruyère commence à devenir un produit d'exportation. À ce moment-là, son nom apparaît et devient une appellation. Un peu comme le Coca-Cola plus tard. J'espère bien qu'une initiative va être lancée pour qu'on lance le Coca-Cola de la gruyère, puisque là-bas, ils refusent notre gruyère comme appellation d'origine. Voilà les grandes étapes de cette économie, donc avec un démarrage surtout au XVe siècle. Alors, la propriété, là, vous avez à peu près ce qu'on trouve au Gros-Mont, c'est-à-dire un tiers, vous voyez, de patriciens qui profitent de cette économie très lucrative, qui devient la plus lucrative avec le mercenariat, et se construisent. En revanche, pardon, le commerce n'échappe pas aux charmaisans. Les charmaisans contrôlent le commerce. Ce sont les fameux barons du fromage qui se construisent de magnifiques demeures. La Délaise, en bois. Ici, la maison des Pétolas, ou Gros Plan à Charmey, qui vient d'être rénové. Alors, le train de chalet, eh ben, pour faire ce fameux gruyère, il faut tout ça. C'est peut-être une des photos les plus représentatives du train de chalet de l'économie du gruyère. Donc, 35 ustensiles. Vous voyez ici, il y a 7 ou 8 personnes. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Les poyas aussi nous montrent très bien, en résumé, parce qu'il n'y a jamais toutes les vaches d'un troupeau, mais comment on montait à l'alpage jusqu'avant les routes et avant la mécanisation de l'économie alpestre, plus ou moins. Voilà une autre vue d'une... J'en ai pas trouvé pour les mortaies directement, mais ici au Motellon. Et il y a deux manières donc de monter à l'alpage avec un troupeau. Ici, j'avais pris les renseignements chez Simon Borcard il y a déjà un moment. Lui, il passait au gîte des Pleins et ensuite il remuait 3 fois entre les 3 chalets de la vallée qui est sous Tézachaux, au fond sous l'arête du Molaison. Et donc, pouvait rester, vous voyez, 2 fois... oui, il manque un... Donc, évidemment, il passe au gîte en montant et il repassera à la gîte des Pleins en redescendant. Ensuite, il remue à l'estivage entre les 3 chalets ou pâturages, mais 3 fois. Ce qui fait un total, il faudrait faire le compte, mais ça doit faire plus de 3 à 4 mois d'estivage. En revanche, voilà, c'est dans les pâturages qui sont au soleil, là au fond, sous Tézachaux.
En revanche, pour Bruno, qui est ici, hein, les choses se passent assez différemment, puisqu'il est à Mézières et avec son troupeau, eh bien d'abord il va à la Chaux du Vent, et ça se fait en camion aujourd'hui, 35 km, mais ensuite 18 km pour les Planets, un petit peu comme la gîte de Simon Borcard en dessous du Paquier. Et là, c'est assez court. Bruno, tu me dis si je me trompe, hein, une semaine. Et ensuite, c'est encore 7 km et 850 mètres de montée, 3 heures à pied. Hein, les vaches vont à un bon rythme, il faut les suivre. Et il m'a encore dit, la semaine dernière, quand j'ai discuté avec lui, les vaches savent, il n'y a pas besoin de les pousser. Effectivement, d'une année à l'autre, de voir ces troupeaux monter presque seuls, c'est impressionnant. Et puis voilà, on arrive au Mortet, on n'y reste qu'un mois. On verra pourquoi. C'est un endroit où l'herbe est très riche au point de vue de la substance, mais elle n'est peut-être pas aussi grasse qu'à la Hormat, un peu plus loin. Donc, un mois au Mortet. Un mot sur l'architecture du chalet d'alpage. C'est Jean-Pierre Anderegg qui a fait la Bible à ce sujet. Là, vous avez la photo du plus vieux chalet conservé, en tout cas en partie. Il y a des éléments de la fin du XVe siècle, ce qui montre qu'on en était bien là, à cette époque, à construire déjà ce genre de chalet. La pente de la toiture, ce n'est pas encore le cas ici, parce que là, c'était encore à bardeaux, et faite pour la pose des pavillons à genoux. Et là, effectivement, moi, j'ai un problème parce que je sais qu'il faut pas loin de 100 000 pavillons pour un chalet moyen et donc 50 000 clous. Donc, le pavillon ne pouvait pas exister avant les clous industriels. Et jusque-là, on voit dans les contrats d'Armailly, c'est des bardeaux qu'on doit retourner tous les 2-3 ans. C'est des planches de 1 mètre plutôt sur 30 ou 50 cm, alors que le pavillon, c'est 30 cm sur 8, quelque chose comme ça. Et il en faut 10 à 12 couches pour les chalets les plus élevés qui supportent 2 mètres de neige. Un petit clin d'œil à la Mons, avec un des plus beaux livres qu'on ait jamais fait, probablement sur une des vallées de notre Gruyère. Je pense que les Mortais auront leur chance un jour. C'est Denise Sonnet qui fait des dessins merveilleux et qui a publié sur la vallée du Motellon un petit livre absolument magnifique. Alors voilà les 4 chalets actuels des Mortais. La Case, les Marindes, mais les Marindes ne sont plus chalets d'alpage. Et puis les Mortais dessous et les Mortais de Foyeran. Les Mortais dessus ont donc disparu. Je n'ai plus les dates en tête, mais les 3 ou 4 chalets qui ont disparu, c'est assez récemment. Hein, c'est au cours du XXe siècle. En général, il y a une centaine de chalets en Gruyère qui ont disparu au cours du XXe siècle. Sur les 1400 bâtiments, donc 1200 chalets, une centaine ont disparu, il reste donc de quoi faire. Voilà le Tavillonneur du ciel, Lucien Carrel, à l'œuvre sur le chalet des Marindes, qui vient de refaire, il y a 2-3 ans, son toit. Alors, les Mortais, on a déjà dit, c'est au Mortais qu'on fabrique les meilleurs fromages de la Gruyère. Hein, François Bourquenoux, Franz Quenlin, dans le Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de Fribourg, dit la même chose. Et il y a toute une série de documents comme ça qui attestent que c'est là-haut qu'on fait les meilleurs fromages de la Gruyère. Bon, voilà la situation, je le rappelle, avec les Marindes et les Mortais dessous. Je n'ai pas eu le temps de demander les autorisations à la bibliothèque cantonale et universitaire de notre grand canton, mais ce sont les photos qui figurent dans la collection de la bibliothèque cantonale et universitaire. Et les rapports du début du XXe siècle le confirment. Donc, un siècle après Bourquenoux, Quenlin et tous les autres, on parle toujours de bonne herbe dans cette haute montagne fortement en pente, pénible, mais excellente herbe, bonne herbe pour chacun des pâturages des Mortais. Montagne pierreuse dans les éboulis avec une bonne herbe. Montagne pierreuse et fortement en pente avec une excellente herbe, suivant Oussana, Mortais dessous. Voilà. Donc, tous les chalets de la Gruyère n'ont pas cette qualification d'herbe excellente. Et les Mortais semblent donc vraiment, depuis le XVIIIe siècle,
et sans doute avant, mais on n'a pas de témoignage, être un peu la Mecque du fromage d'alpage. Mais je le disais au début, quand vous avez 19,5 sur 20 de moyenne pour le gruyère AOP à la cave de la Tcintre, je pense que tous les fromages d'alpage sont de ce niveau. Peut-être qu'ils ont un caractère. Là, on pourrait interroger les connaisseurs après. Donc, pour les Mortais, traditionnellement, la production est, d'après les rapports du début du XXe siècle, de la moitié d'un pâturage équivalent dans le Timon Ormat. Pas en qualité, donc moitié en quantité. C'est ce qui vous donne une idée de cet aspect pierreux des Mortais, avec donc une production laitière et donc fromagère excellente en qualité, mais moindre en quantité. Là, en passant, j'ai trouvé cette photographie, parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus remonté l'hiver là-bas, sur un site de randonneurs. Et l'hiver, évidemment, quand il n'y a personne, presque, c'est presque encore plus beau. Voilà le chalet des Mortais dessous. Alors, il faut que je résume un peu parce que j'ai beaucoup de témoignages, mais celui-ci est peut-être quand même intéressant puisque plusieurs historiens que j'ai consultés prétendent que le gruyère a été qualifié de roi des fromages par Brillat-Savarin, le grand gastronome français de l'époque napoléonienne et postérieure. Or, si le gruyère est le roi des fromages et que les Mortais font les meilleurs gruyères d'alpage, donc les Mortais ont le meilleur fromage du monde. Alors, j'ai quand même été voir, et malheureusement, il y a bien un Beat Fidel Zurlauben qui fait un tableau, etc., de la Suisse à la fin du XVIIIe siècle, et il parle du gruyère que l'on peut appeler quatrième roi des fromages. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors avant, il y a les fromages français, il y a un fromage italien. Et le gruyère est le quatrième. Bon. Ensuite, j'ai été voir le fameux Physiologie du goût ou Méditation de gastronomie transcendante de Brillat-Savarin, avec beaucoup d'éditions pendant tout le 19e, depuis 1826. Maintenant, c'est en ligne à la Bibliothèque nationale de France et aucune allusion au gruyère, sinon que ça peut servir à améliorer la soupe. Désolé, mais Brillat-Savarin n'a jamais à l'évidence, bon, n'a jamais parlé du gruyère, malheureusement, comme roi du fromage. Ben, ce fromage est tellement mythique qu'il a dû dépasser l'imagination des meilleurs historiens, je ne sais pas. Voilà les textes de l'époque. Celui-là, j'en ai déjà parlé, enfin je l'ai évoqué, la statistique de Jean Picot, où il est question des meilleurs fromages de nouveau, des pâturages de Charmet pour le gruyère. Ensuite, le texte de François Bourquenoux, oui, c'est celui-là plutôt que je vous avais montré, où il est aussi question du Gros-Mont et des Mortais comme produisant les meilleurs gruyères. Hubert Charles de Ria, futur conseiller d'État en 1826, publie à Paris un guide de la gruyère. Il montre les Mortais comme le pâturage qui produit la meilleure herbe et les plantes les plus rares. Donc, si c'est la meilleure herbe, on peut en déduire que c'est aussi le meilleur fromage. Et puis, Franz Quenlin, que j'ai déjà évoqué, les Mortais, on y fabriquait les meilleurs fromages de la gruyère. Bon, confirmé par les rapports des visites d'alpestre du début du XXe siècle. Alors, comment fait-on ce nectar? Voilà comment on décrivait le travail au chalet au début du XXe siècle. Je pense que ceux qui, parmi vous, ont travaillé au chalet se reconnaîtront. Le spectacle de tout ce petit monde cédant avec zèle aux multiples travaux de la montagne est pittoresque et réconfortant. Alors ça, c'est vraiment la phrase d'un inspecteur d'alpage qui vient de la ville, hein, le docteur Bizig. Alors, il monte faire les visites d'alpage, c'est pittoresque. Voilà.
Le troupeau est confié à un maître armailly auquel doivent obéissance plusieurs autres armaillis et le buebo, chargé ensemble de traire et garder les vaches, d'aider à la fabrication, de soigner et de transporter le fromage au salage du bas, d'établir et entretenir les clôtures, etc. Ouais, on commence à comprendre que c'est peut-être pittoresque, mais c'est dur. Hein, c'est un labeur. Le rôle du buebo est de se rendre utile à tous. Sa fonction mouvementée et active au moment de la traite consiste à répondre au sonore koala, je ne sais pas si je prononce, kaola, kaola, pardon, lancé de tous côtés à la fois et à courir mi-trouba au bras d'un vachier à l'autre pour recueillir de chaque sayon le beau lait écumeux tout imprégné de la saine et puissante senteur de l'Alpe. Souvent, un armailly transporte journellement sur l'œilly la pièce de la veille. Cette tâche, parfois longue et pénible, ne paraît pas trop lourde aux épaules de nos robustes montagnards. Parfois, cependant, c'est un mulet qui fait ce service. On respire. Voilà, les visites d'alpage, elles sont toutes comme ça. Et à la fin, ils mettent des prix, ils donnent des prix. Et les mortels sont toujours dans les meilleurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on sait donc qu'il y en a 33 qui sont dans les meilleurs. Les photos du musée gruyérien que j'avais oublié, je les ai prises au dernier moment, mais je n'ai pas les originaux, donc ce n'est pas très net. Mais c'est quand même des documents parce que ça remonte à avant le 1900. On ne voit peut-être pas très bien ici, mais avec ceux qui connaissent bien les mortels, on pourrait, je pense, longtemps regarder. Vous voyez ici, je pense que c'est les mortels. Est-ce que c'est… Non, c'est les mortels dessous. C'est juste, hein? Oui, oui. Je reviens à l'image du train de chalet du Yansek et de ces 35 ustensiles nécessaires autrefois en bois, hein, pour la plupart, pour fabriquer le gruyère, avec la chaudière à 800 litres pour le gruyère et plus petite pour le vacherin, avec 7 personnes. Voilà. Une montagne, c'est en moyenne 3 chalets, pour 30 à 60 vaches, ça varie. Et il y en a des travaux. Donc, le Frecci, maître armailly, le Vatseran, il paraît qu'on n'utilise plus tellement, c'est celui qui est responsable des traites. Et puis, après, il y a le barlatet. Alors, on va maintenant un petit peu s'attarder au barlatet parce que les routes alpestres des années 60-70 ont fait à peu près disparaître la fonction, sauf au mortet. Et accessoirement, grâce à l'association, aussi de temps en temps ailleurs. Donc, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était des équipes d'hommes. Dans la partie alémanique du canton, les femmes en Saint-Gine étaient beaucoup plus présentes dans les chalets. Et maintenant, évidemment, c'est plus un apanage masculin. Les familles, souvent, gèrent le chalet, le train de chalet. Juste un mot sur la pénibilité de ce travail là-haut. J'ai trouvé dans les dictionnaires de Lyon, des paroisses du canton de Fribourg, sur les mortels et les gros monts, quelques indications sur le climat. Vous voyez? Alors évidemment, 1816-1817, c'est les 2 étés sans soleil qui ont provoqué l'émigration vers Nova-Fribourgo de beaucoup de Fribourgeois. Et vous voyez ce que ça donnait au Mortais. Ça donnait qu'on n'a pratiquement pas pu y aller et qu'il y a de la neige très tard dans les saisons. Mais ça, ce sont des années exceptionnelles. Vous voyez, en 1818, il n'y a pas de neige jusqu'après la fête des rois, par exemple. Donc, le climat est très aléatoire, très changeant d'une année à l'autre. Et c'est aussi quelque chose que doivent vivre les armaillis. Un mot aussi sur les clôtures, parce que c'est l'invention des ronces artificielles, comme on les appelle dans les rapports d'alpage du début du XXe, quand elles apparaissent, c'est-à-dire du barbelé, qui a complètement bousculé, bouleversé cet énorme travail de clôture. Alors peut-être pas au mortais, puisqu'on faisait garder par les buebos le troupeau, puisque le pâturage est très escarpé, il y a des rochers un peu partout, et donc il faut pratiquement en permanence garder les troupeaux. Aujourd'hui, avec
Alors, les ronces électriques, je ne sais pas comment il faut les appeler, le travail est facilité, mais ça reste quand même un gros travail. En tout cas, plus besoin des clôtures. On voit dans les textes qu'au Mortais, il n'y a jamais eu beaucoup de clôtures de bois parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois là-haut et qu'il faut tout monter. Aujourd'hui, donc, il y a quand même un vol d'hélicoptère, je crois, m'a dit Bruno, un vol d'hélicoptère pour apporter le gros matériel, la génératrice. Mais sinon, tout se fait journellement, quotidiennement, pratiquement pendant le mois d'estivage au Mortais par le Barlatais et la Mule, dont on va finalement quand même parler. Je suis monté à Tsermont, je vous ai dit, mercredi passé, et on voit sous le sommet de Tsermont encore les épierrages anciens, quand les vaches montaient jusque-là. Maintenant, il n'y a plus que des moutons, je crois. Jusqu'à 2100 mètres d'altitude, on épierrait. On se demande comment les cailloux peuvent rouler là-haut, puisque ça vient de nulle part. C'est assez étonnant. Et voilà Bruno en train de fabriquer, puisqu'il y a eu un magnifique reportage par les imagiers de la Gruyère et leurs photographes il y a quelque temps, et on voit toutes les étapes de fabrication. Là, on pourrait évidemment rester longtemps sur ce travail qui a commencé donc au XVe siècle, peut-être un peu plus tard au Mortais. Maintenant, alors voilà, je crois que ce que je vais faire maintenant, c'est laisser la parole à Jean-Claude Pest, puisqu'il est là, il n'a pas pris sa mule, pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, ce travail, avec son prédécesseur. Est-ce que tu peux venir jusqu'ici? Puisque c'est quand même quelque chose d'assez unique que de pouvoir encore aujourd'hui et toujours transporter le… Voilà, il faut juste que tu mettes ça quelque part. Je le tiendrai comme ça. Oui, tu peux tenir comme ça. Voilà. C'est bon, je tiens comme ça. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Avec mes amis muletiers pendant toute l'année et barlatés pendant les 5 semaines que dure le fromage, la fabrication du fromage au Mortais, on s'est trouvé un petit peu nus en arrivant ici parce qu'effectivement, la vedette, ce n'est pas nous, mais ce sont nos mulets. J'aimerais commencer par leur rendre hommage parce que je pense que certains d'entre vous, vous en avez déjà connu, en tout cas Marco, qui était le tout premier qu'on a connu en allant au Mortais. Puis ensuite, il y a eu Centaure, et ensuite, il y a eu Inchi, et après, il y a eu Iris pour les derniers, et puis récemment, Anatole, à qui je rends hommage ce soir, puisqu'il a rejoint le paradis des mulets il y a quelques jours. Voilà. Effectivement, le croisement entre une jument et puis un âne donne le mulet ou la mule. Et principalement, ils étaient utilisés par les armées. D'ailleurs, Napoléon, quand il a passé le col du Grand Saint-Bernard, il était représenté sur une mule et pas sur un cheval. Donc, cet animal nous a touchés tout de suite, parce que pour conduire cet animal, il faut un certain nombre de qualités humaines. Il ne vient pas avec n'importe qui. Enfin, il ira avec n'importe qui dans des sentiers faciles, mais c'est tout que ça commence à devenir escarpé puis difficile, il faut vraiment établir une relation avec cet animal. Et il y en a beaucoup parmi vous qui sommes déjà venus au Mortais avec nous ou dans d'autres aventures, et vous avez toujours ressenti quelque chose de particulier avec ce mulet. J'ai une petite anecdote pour résumer un petit peu ses qualités. Pierre-Philippe a montré tout à l'heure les petites ciernes. Alors, on monte régulièrement, c'est cette chalet qui est en dessous de la dent de Broc. On monte chaque année pour amener du sel notamment et des piquets de clôture. Et on se fait un plaisir quand le terrain est relativement gras, quand on redescend directement dans la vallée, de ne pas prendre le chemin, mais d'aller droit en bas. Et le mulet a cette particularité, il nous étonne chaque fois, c'est qu'il bloque ses deux pattes de devant et pour freiner, il freine avec les fesses. C'est assez extraordinaire et assez impressionnant. Alors, le terrain, il faut qu'il soit un petit peu mouillé pour ça, mais ça donne vraiment toute la capacité de cet animal, son courage, sa dextérité et puis son pied est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ce petit hommage à cet animal, il me semblait que c'était, puisqu'on est là, en partie, c'est grâce à lui.
Actuellement, ça fait maintenant, avec mes amis, ça fait depuis 2011, 2012 qu'on a remplacé nos prédécesseurs, notamment Georges Moser, que vous avez vu tout à l'heure là, qui était pas le premier bien entendu, mais qui était un personnage extraordinaire et qui est venu aider Bruno. Bruno, tu me diras si je me trompe, mais il a découvert un petit peu ce que faisaient Bruno et Martine dans cet endroit extraordinaire. Et puis lui, il venait d'Yaoundé et c'était un personne de la finance qui habitait Genève. Et puis quand il a vu ce que faisaient Bruno et Martine, il a dit mais c'est incroyable ça. Et il a consacré une partie de ses vacances avec un mulet. Je ne me souviens pas le nom du premier mulet, mais il a terminé en tout cas ses derniers transports avec Marco. Et puis ensuite, il y a Pierre Grandjean qui est venu, il y a plusieurs muletiers qui ont pris la relève jusqu'à nous actuellement. Voilà, c'est une aventure effectivement de descendre ce fromage. Une aventure parce que, comme vous avez vu, le gruyère, c'est vraiment un produit de qualité, c'est un trésor. Pour tous ces armailles, et notamment Bruno et Martine, le travail qu'ils font là-bas, je pense que vous êtes déjà tous montés au Mortet. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment de le faire. Pas tous à la fois, ça sera un peu petit, mais c'est extraordinaire. Déjà, la difficulté de ce travail, les horaires sont... Vous commencez à 4 heures le matin, vous finissez le soir, pas très tard parce qu'il faut se lever tôt, mais ensuite, c'est une journée vraiment très rude. Et puis, la saison, elle commence bien entendu pas quand il commence à produire, mais bien avant, puisqu'il faut monter les piquets de clôture, il faut un petit peu nettoyer les pâturages. Et puis, c'est là que commence vraiment le travail du mulet, avec les premiers transports dans le courant du mois de mai, en fonction de la neige, début juin en tout cas. Et puis, on a fait toutes ces dernières années des beaux transports de piquets de clôture et d'autres choses jusqu'au mortaire. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Cette saison, elle est relativement courte au Mortet, puisqu'elle fait 5 semaines à peu près, depuis la mi-juillet jusqu'à la mi-août. Et puis là, c'est à une moyenne de 4 à 5 fois par semaine où les meules de fromage sont descendues. Alors, nous, on a beaucoup de respect pour nos animaux, bien sûr, puisque c'est eux qui font le travail. Puis chaque année, je dis à Bruno, Bruno, s'il te plaît, tu ne fais pas des meules trop grosses, parce qu'il faut les porter. 35 kilos, c'est vraiment limite. Quand vous savez que 2 meules, ça fait déjà 70 kilos, les caisses, elles font, je ne vais pas dire comment on dit en patois, les strobels, non, elles font à peu près 40 kilos. On a déjà 110 kilos plus le bas, on est vite à 130, 140 kilos dans des chemins aussi escarpés que les mortairs. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment des athlètes, ces mulets. Voilà, nous, ce qu'on fait tout simplement, eh bien, Bruno il nous confie ces fromages, on les charge sur les mulets, on monte souvent à 2, 3, parfois 4 mulets, et puis on redescend jusqu'au Sori. Puis ensuite, là, on a établi notre base depuis quelques années où on laisse toujours les mulets pendant toute la saison. C'est plus facile pour nous aussi. Et puis eux aussi bénéficient de cette belle herbe. Et puis depuis là, on descend là en Jeep, bien sûr, jusqu'à la Cintre où on va déposer les fromages de cet alpage. Voilà une anecdote aussi pour vous. Elle m'est toujours restée gravée dans le cœur et dans l'âme, certainement. Je la prendrai très longtemps. Parce qu'une fois, je montais avec un gardien de la cabane des Marindes. Lui, il avait Marco, moi j'avais Inchi. Et on est arrivé sur un petit dévers comme ça. Et tout d'un coup, j'ai appris après que c'était un FA-18 qui avait passé le mur du son. Mais vous savez ce que ça fait quand ça passe le mur du son, ça a fait un pétard, mais incroyable. Marco a à peine avancé, je pense qu'il était déjà un petit peu sourd. Mais Inchi, qui est un jeune mulet, il a tellement eu peur qu'il est parti dans la pente, comme ça, il y avait un saut, puis il m'a tiré avec. Et moi, je suis parti avant, je l'avais derrière. Et puis, quand je suis arrivé par terre, peut-être 10 mètres plus bas, je me suis dit, mais il va m'éclater. Et puis, il est tombé juste à côté de moi. On s'est regardé. Dis-toi, extraordinaire. Je me suis relevé, je l'ai tiré. On était en plein dans la pente. Il était à vide encore.
J'ai dit, mais il n'a rien du tout, ce mulet. On a continué avec Marco, on l'a chargé, on est redescendu jusqu'au Sori et je l'ai déchargé. Et quand j'ai enlevé la sous-ventrière, il y a tout qui est venu avec. Pendant la chute, il y a le bas qui s'était tordu comme ça. Mais imaginez cet animal, il n'a pas montré, il n'a rien dit. Ça m'a vraiment impressionné, ça. Donc voilà, je te repasse la parole. Il y a sûrement d'autres choses qui viendront. Puis sûrement que vous aussi, vous avez des anecdotes à partager. Ça serait sympa en tout cas. Oui, merci. Merci. Moi je termine simplement en vous montrant. Ensuite, j'aimerais que Bruno Gachet puisse venir jusqu'ici vous dire un mot. Et puis Pascal André, par exemple, et qu'on puisse discuter un moment. Martine m'a dit qu'elle avait amené du fromage. Et donc, qu'on pourrait ensuite aussi déguster du fromage des Mortais. Je termine simplement en vous montrant que sur les cartes nationales, on voit l'ancien sentier des escaliers du Gros-Mont et la route aménagée probablement vers 68-69. Je n'ai pas trouvé la date exacte, mais en tout cas sur la carte nationale, mais il y a toujours des années de décalage, c'est à peu près ce moment-là. Et paradoxalement, c'est depuis l'époque du début des années 70, quand les routes d'alpage ont triplé de kilométrage dans le canton, que le gruyère d'alpage a de nouveau progressé et passé d'une douzaine de chaudières aux 33, 34 actuelles, et avec une production qui a doublé. Donc, les routes, évidemment, ont permis à davantage de fabricants de monter avec les commodités de transport pour fabriquer de nouveau du gruyère d'alpage. Évidemment, c'est plus que 1,5 ou 6% de la production totale du gruyère, alors que c'était encore 40 et quelques pourcents au début du XXe siècle. Mais c'est remonté, ça a doublé en partant de très bas. Et donc, paradoxalement, c'est grâce aux routes que cet essor, ce nouvel essor du gruyère d'alpage a pu se produire. Évidemment, on manque beaucoup de photographies de l'utilisation de ces routes, parce que qui c'est qui aurait l'idée de photographier, voilà, comme c'est le cas ici. Là, ils l'ont fait dans les routes qui descendent, les chemins qui descendent. Ces deux magnifiques livres de photographie de Poya et de Rindia. C'est vrai, on photographie des troupeaux en Rindia ou en Poya, mais difficilement une vache qu'on essaye de conduire dans un camion. Et donc, on a peu d'images de l'utilisation de ces routes. Et donc, aujourd'hui, les Mortais sont toujours à l'abri des routes. Et donc, grâce à Jean-Claude Pesse et tous les autres qui collaborent dans l'association de barlatage, en quelque sorte, eh bien, les Mortais restent une zone de production de gruyère d'alpage où le transport se fait traditionnellement. Et on peut que terminer sur cette image du photographe Cramat des années 90 montrant la première neige descendant sur les Mortais une fois que le troupeau est redescendu. Voilà, alors je vous remercie déjà de votre attention et ce n'est pas fini puisque j'aimerais bien que Bruno puisse venir et Pascal peut-être dire un mot et compléter et aussi qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, on continue à rester, je pense, à utiliser le micro, comme ça va? D'accord. Pascal, tu laisses venir Bruno d'abord. Voilà, alors Bruno, je ne vous présente pas, mais c'est une famille de courage qui a eu des épreuves à traverser. C'est émouvant d'avoir Bruno à mes côtés, sachant qu'il vient des Mortais, un mois par année, mais le reste du temps, il a beaucoup à faire. Alors, tu veux t'asseoir ou... Non, je n'ai pas beaucoup de choses Je à tiendrai dire. le micro. Ouais. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et puis, je remercie beaucoup tous ceux qui me secondent pendant l'été. Les Barlatais, François, Toby,
Depuis que j'ai perdu mon fils, c'est plus la vie comme avant. Mais j'espère qu'on tienne encore le coup quelques années. Bonne soirée, merci. Bravo, Bruno. Bruno et sa famille ont eu d'autres malheurs encore, puisque leur chalet des Chaux de Vent a brûlé, mais je crois qu'il est reconstruit déjà. C'est fait, hein? Donc, c'est vraiment une famille qui a, face à l'Alpe, un courage et une détermination. Est-ce que Pascal, toi qui connais tellement bien tout ça, tu voudrais préciser quelque chose? Oui, alors bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu mal à l'aise ce soir parce que quand j'ai dit oui à notre ami historien qu'il allait faire cette séance ce soir, je dis oui, mais ça m'intéresse et puis je viendrai. Mais je ne pensais pas que sur l'affiche du parc, je serais en photo parce qu'alors, dans cette salle, des teneurs de montagne, des armailles, des paysans qui ont de l'expérience autant, plus que moi, eh bien, il y en a tout plein. Alors, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais si je suis là, c'est pour remercier le parc et l'historien d'avoir mis sur pied cette conférence pour bien faire connaître cette vie à la montagne, surtout dans le Vallon des Mortains. Parce qu'aller au chalet, que ce soit un garde-génisse, un armaï, un teneur de montagne, mais aller au Mortains, c'est encore autre chose. Déjà, l'accès, un des seuls alpages, il y en a encore d'autres qui n'ont pas les routes, même si les routes, ça a été presque le sauvetage des alpages. Parce que si on n'avait pas eu ces améliorations, beaucoup d'alpages ne seraient plus exploités. Et je pense que ce qui veut dire des risques d'avalanche, d'incendie et aussi beaucoup moins de production fromagère. C'était un plus nécessaire, mais respect à ceux qui exploitent encore ces alpages très difficiles, avec de l'aide bien sûr, parce que c'est indispensable. Et ce soir, c'est une preuve vivante. Félicitations à la famille Gachet, parce qu'ils ont vécu des choses terribles, mais c'est des gens crocheurs, et je leur souhaite encore beaucoup de plaisir pour Alper au Mortains, et surtout beaucoup de courage. Quant à vous, eh bien, je peux vous inciter, parce que moi, j'ai la chance de commenter il y a quelques années la des Alpes l'automne, mais ça, c'est la fin de la saison, c'est le jour de fête pour les armaillis et tous ceux qui accompagnent leurs troupeaux, mais ce n'est pas la fin du boulot. Ce n'est pas parce que le bétail descend, comme on l'a dit, qu'on prend, il y a Charmé, il y en a d'autres, mais beaucoup de bétail, ils descendent aussi en camion, en bétaillère, parce qu'on ne peut pas tous aller sur les routes, on n'a pas le temps, parfois c'est trop loin, mais on veut sauvegarder, et il faut le faire, c'est tradition. La montée à l'alpage, les des Alpes et la vie à l'alpage. Mais je le dis là ce soir parce que quand je suis à la télévision, je n'ai pas le temps de tout dire parce que c'est très, très chronométré. J'aimerais que, vous le savez tous, mais il y a des gens qui nous suivent peut-être en conférence, que les teneurs de montagne, les paysans, les gardes-génisses avec leurs bêtes, il n'y a pas qu'à la Poya et à des Alpes qu'il faut les vénérer ou les remercier ou les applaudir, mais le reste de l'année. Parce que je crois qu'on a une mission, c'est d'entretenir le paysage et c'est de nourrir les gens. Alors, j'ai un vœu ce soir, c'est qu'à l'avenir, on a encore beaucoup de respect, qu'on encourage les paysans, les teneurs de montagne à continuer leur belle profession et puis surtout qu'on ait des étés un peu meilleurs que celui qu'on a connu l'année passée. Alors, bon courage à tous. Merci de m'avoir invité et bravo aux armaillis et aux teneurs de montagne. Merci. J'ai juste un mot à ajouter après ces témoignages. Vous avez peut-être compris que, en plus de tout ce que Pascal ou Bruno ont pu vous dire pour qu'on encourage cette économie alpestre de montagne, c'est que ça dure depuis le XVe siècle. Et j'ai essayé de trouver les traces les plus anciennes, d'essayer de montrer ces siècles précédents. Évidemment, plus on s'approche de notre époque, plus on a de traces et d'informations. Mais oui, ça a plus de 5 siècles, cette histoire. Et c'est une histoire dans l'économie paysanne mondiale, c'est une histoire rare, exceptionnelle. Donc, c'est une raison d'autant plus de tenir à ces chaudières d'alpage et à toute cette économie qui dure 365 jours par année, effectivement. Merci beaucoup de votre attention.